Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Alex Pomarès pour une interview. Cette interview, c'est l'interview de Lucien Leclerc, donc c'est un de mes amis qui aujourd'hui est investisseur. Salut Lucien. Salut Alex. Je suis content de te recevoir pour cette interview. Moi aussi, je suis très content de tu m'aies invité. Ça fait un petit moment que je voulais la faire cette interview parce que je suis sûr que tu as plein de choses à partager, déjà par ton histoire et par ton expérience, comment tu en es devenu à être investisseur. Et donc dans cette vidéo, voilà ce que je vous propose, l'interview de Lucien Leclerc qui va intervenir dans la conférence aussi du 19 juin à Amiens, à l'adresse, pour nous parler d'intelligence financière. Donc Lucien, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui nous regardent ? Oui, je peux Alex, avec plaisir. Je vais essayer de faire concis parce qu'on ne devient pas investisseur comme ça du jour au lendemain et c'est un long parcours ou ça peut être un long parcours. J'imagine, ouais. Il y a plein de choses à mettre en place. D'accord. Pour faire court, moi j'ai eu la chance de commencer à baigner dans ce milieu-là de par mes parents quand j'étais plus jeune, qui ont commencé à faire de l'investissement immobilier, investissement locatif. D'accord. Donc déjà quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller sur des chantiers, rénover un petit peu, travailler dans des apparts, rénover des apparts, etc. Ok. À l'époque, je ne savais pas encore exactement pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi, à quoi ça servait, etc. Et puis quand je suis devenu plus vieux, vers la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence financière, l'indépendance financière et comment y arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'immobilier était un gros pilier pour l'indépendance financière, qui permettait de se procurer des revenus passifs et des revenus intéressants pour améliorer son niveau de vie. D'accord. Donc j'ai continué à m'y intéresser, je me suis formé, j'ai vite compris que le plus important c'était le début, de le faire correctement et c'était en même temps le plus difficile parce que pour investir il faut avoir une situation financière qui permette d'investir. Donc j'ai fait en sorte dans ma vie d'arriver à un statut où je pouvais aller à la banque pour qu'on me prête de l'argent. D'accord, donc tu as dû finalement pouvoir emprunter, en tout cas qu'on t'accorde des prêts. Effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas de travail ou si on n'a pas de CDI, on ne peut pas emprunter et on ne peut pas investir sans fonds propres. Donc pour toi, la première étape, ça a vraiment été d'être assez solide pour pouvoir emprunter. Exactement. Et qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Si tu veux, moi je voulais investir et je ne pouvais pas. D'accord. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il me faut un CDI. Ok. Dans notre société actuelle, le CDI le plus beau pour la banque, c'est le statut de fonctionnaire. Ah. Donc pour devenir fonctionnaire, je me suis posé la question. À l'époque, j'avais un bac+2. Ça ne suffisait pas pour ce que je voulais faire. Donc je me suis dit que j'allais reprendre mes études, aller jusqu'au bac+5 et obtenir un statut de fonctionnariat. D'accord. En tant que professeur des écoles. Et donc tu avais déjà un bac+2, tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 21. Tu avais 21 ans. Ouais. Et du coup, dans ta réflexion, tu t'es dit, ok, j'ai envie d'investir. Tu avais déjà cette envie d'investir. Bien sûr. Et tu t'es dit, comment je peux faire pour investir ? Le mieux pour moi, c'est de devenir fonctionnaire. C'est ça que tu t'es dit ? Exactement. Ok, d'accord. C'était, en tout cas dans ma situation actuelle, pour moi, c'était le plus facile ou ce qui me paraissait le plus facile. Donc j'ai repris les études, j'ai fait 3 ans d'études et je suis devenu professeur des écoles et j'étais fonctionnaire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réellement pu investir tout seul en nom propre sans avoir besoin de mes parents, par exemple. Ok. Donc si je comprends bien, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, c'est en fait ta vision de l'investissement immobilier, tu l'as construite 3 ans avant. Exactement. En te disant, il faut que je fasse quelque chose pour être solide, pour emprunter. Je vais retourner en cours et devenir prof. C'est exactement ça. D'accord, ok. Et donc, j'imagine que, parce que quand on a le concours c'est un concours hein, pour devenir prof, c'est ça ? Quand on a le concours, on est directement affecté dans une école, j'imagine ? Donc, tu es devenu prof ? Je suis devenu prof. Ok, d'accord. Ok. Et ensuite ? Alors que je voulais pas être prof en soi, moi je voulais être investisseur. D'accord. Mais je suis devenu prof pour être investisseur, parce qu'on ne devient pas investisseur comme ça du jour au lendemain et qu'il faut les bonnes conditions. D'accord, donc ça a été ta stratégie, intelligemment, en tout cas selon ta vision, prévue déjà 3 ans à l'avance pour commencer à avoir la possibilité, être, on va dire, comment je pourrais dire, être solide, être crédible. Être crédible auprès de la banque. Auprès des banques. Ouais, exactement. Et donc tu es devenu prof. Exactement. En parallèle, je voulais quand même avoir un niveau bac+5 pour, on ne sait jamais, avoir
ce qui peut se passer dans la vie, etc. Si je voulais passer un concours plus tard, etc. Ok. Pendant que j'étais jeune, je voulais faire mes études pendant que j'étais jeune et pas me retrouver à 40 ans et vouloir repartir dans les études. Ok, donc tu voulais aussi être solide au niveau des diplômes, des Parce études. que ça a été ma stratégie, parce que voilà, il y avait le doublon, je voulais avoir mon niveau bac plus 5 et le statut de fonctionnariat. Ça a été ma stratégie. Je parle pour les gens qui nous écoutent. C'est pas forcément la meilleure. Elle était propre à moi. J'aurais pu aussi très bien dire en 3 mois, j'ai un CDI dans n'importe quelle autre branche. Ça aurait fonctionné exactement de la même façon. Mais toi, tu vises à long terme. Moi, je vise du long terme et je voulais avoir fini mes études dans ma jeunesse, pas les reprendre plus tard. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, tu es devenu Mais prof. c'est pour dire quand même, pour pas décourager tout le monde qui a 3 ans d'études ou avant de devenir fonctionnaire. Oui, on va en reparler après. Voilà. De toute façon, on va voir que, j'imagine en tout cas, que dans les stratégies d'investissement, il y en a pas qu'une. Il y en a des centaines de milliers. Tu vas nous en parler un petit peu après. Moi, ce qui me fait quand même je trouve ça assez hallucinant en fait. Tu as 21 ans, 22 ans, tu as déjà cette maturité pour te dire, bon, comme tu nous dis, tu as baigné dans l'investissement avec tes parents quand tu es déjà assez jeune. Et là, à 22 ans, tu as cette maturité pour te dire, voilà, je veux des diplômes pour être solide au cas où, dans 40 ans, comme ça, je n'ai pas à reprendre l'école, j'ai un bac plus 5. Et en même temps, je me pose une bonne question. Quel est le statut professionnel le mieux pour emprunter de l'argent? Le statut de fonctionnaire aujourd'hui, en tout cas, on verra ça dans 10 ans. Mais aujourd'hui, le statut de fonctionnaire est plutôt idéal pour ça. Il y avait un autre argument. Pourquoi prof? C'est parce que le fait d'être prof, j'avais énormément de temps pour moi. J'avais des Les profs qui nous entendent vont être contents. Désolé pour le cliché des profs. Non, mais c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup de vacances. On a quelques semaines de vacances par an. On a des journées qui peuvent être plus courtes que certaines journées de travail. Et moi, ce qui m'a permis d'avoir énormément de temps pour chercher des biens, rénover des biens, faire les démarches à la banque, etc. Oui, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Okay. Et ce statut de fonctionnaire et spécifiquement de professeur des écoles me permettait de dégager beaucoup de temps pour m'investir sur les investissements que j'avais. Ok, génial. Oui, en fait, c'était pas des vacances pour toi le temps. J'ai pas eu beaucoup de vacances pendant que j'étais prof. Oui, puisque derrière, tu allais chercher des biens. Ok, génial. Bon, très bien. Alors, justement, revenons, tu disais tout à l'heure, je veux pas décourager les personnes qui voudraient investir. Si tu avais un ou deux conseils aujourd'hui à donner à des personnes qui veulent investir, mais qui ne savent pas par quoi commencer, par où commencer, quel serait le conseil de base que tu pourrais partager? Alors le premier conseil sans hésitation, ça va être de se former. De se former à l'investissement, de se former à tout ce qui en découle et comment on y arrive. Parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quand même pas mal de connaissances à avoir. Donc si du jour au lendemain on décide de devenir investisseur ou de vouloir investir, effectivement il ne faut pas le faire n'importe comment. Il y a des grosses sommes d'argent qui peuvent être en jeu sur des biens immobiliers en tout cas. Donc il faut le faire correctement et pour le faire correctement il faut absolument se former. D'accord, mais aujourd'hui il n'existe pas d'école ou de SIL, il existe des instituts de formation spécifiques? Alors, à ma connaissance, pas spécifiquement, mais il y a énormément de contenu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'outil Internet qui propose énormément de contenu. D'accord. On peut trouver beaucoup de choses déjà sur Internet en contenu gratuit. Et quand on veut... Donc déjà, je pense, si j'avais un conseil, c'est vraiment prendre tout le contenu gratuit qu'il y a sur Internet, l'assimiler, le comprendre. Et quand on a compris les bases gratuites, là, on va pouvoir aller... acheter des formations ou trouver d'autres moyens de se former pour aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, c'est vraiment la base, il faut absolument passer par là avant toute chose. Donc la formation, qu'elle soit en ligne, payante ou gratuite, et ça c'est vraiment la base de la base, la formation. La base de la base, clairement. Okay. D'accord. Et toi, du coup, tu t'es formé? Oui, beaucoup. J'ai passé beaucoup d'heures. Hein. D'accord. Tu avais déjà des connaissances, comme tu as grandi dans ce monde, tu avais des connaissances ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Comme je vous disais, quand j'étais petit, je m'y intéressais pas plus que ça. Donc j'ai commencé à me former quand j'ai commencé à m'y intéresser, quand j'étais un petit peu plus vieux. D'accord, ok. Du coup, c'est toi, parce que quand tu investis, c'est toi qui, si tu as des travaux à faire, c'est toi qui les fais ou tu passes par des entreprises? Alors pour le coup, moi j'ai tout fait moi-même jusqu'à maintenant. C'était aussi une volonté. Là encore, c'est quelque chose qui est vraiment propre à mon parcours. Je ne dis pas forcément aux gens de faire comme ça. Moi, ça a été propre à mon parcours parce que, si vous voulez, mes parents savaient bricoler et ils commençaient à vieillir. Et dans un souci premièrement de transmission du savoir, je trouvais ça important de récupérer le savoir
de mes parents. D'accord. Et moi, d'un point de vue personnel, pour être formé, savoir où je vais, savoir ce que je fais, etc., je trouvais ça important de connaître l'électricité, la plomberie, l'isolation, la toiture, Ok. etc. Et c'est d'ailleurs dans cet objectif que j'ai acheté une maison avec mes parents, enfin j'ai fait acheter une maison à mes parents à retaper. Et on a fait les travaux ensemble pendant 2 ans. On a retapé de la maison du sol au plafond. D'accord. Ce qui m'a permis d'avoir une formation en bricolage et en tous les C'était domaines de ça. ton CAP rénovation. Exactement. D'accord. Mais ce qui permet aujourd'hui, donc après j'ai fait plusieurs autres rénovations par moi-même, puisque Ouais. je savais faire maintenant, donc j'ai fait. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai une assise un petit peu plus confortable, je peux me permettre maintenant de faire par des artisans. D'accord. Et ayant la casquette technique, ça me permet aussi de savoir suivre le chantier correctement et puis de connaître un petit peu les prix, Ouais. etc. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage en plus parce que quand une personne veut investir, j'imagine qu'elle se pose plein de questions sur ce qu'on voit pas et sur l'évaluation du coût de la remise aux normes ou des travaux, si on veut faire de la location, si on veut couper une maison en plusieurs petits appartements. Il faut avoir cette visualisation Oui, tout à fait. pour connaître un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a pas tes capacités techniques? Parce que, comme tu viens de le dire, bah, toi, techniquement, tu es capable d'évaluer. Tu es capable de dire à une personne, bah, celle-là, on va être rentable parce qu'il y a tant de travaux à faire. Celle-là, ça va être moins rentable parce qu'il y a plus. Celle-là, les travaux vont être compliqués à faire tout seul. Il vaut mieux passer par une entreprise, mais ça va avoir tel et tel coût. Ça serait quoi un deuxième conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut investir mais qui n'a pas tes connaissances techniques dans le travaux? Alors, c'est une très bonne question. On parlait tout à l'heure de la formation. Ouais. Formation, c'est quelque chose de très important. Là, le deuxième conseil qui est super important, ça va être de s'entourer des bonnes personnes, se créer une équipe autour de soi qui ont les compétences qu'on n'a pas. D'accord. Là, en l'occurrence, sur des travaux, avoir dans son réseau quelqu'un qui connaît très bien les travaux ou qui peut nous accompagner pendant les visites ou nous accompagner pour nous permettre d'évaluer plus correctement un bien et ce que ça pourrait chiffrer. Au-delà de faire venir juste un artisan et faire un devis et on ne comprend pas ce qu'il explique le devis Exact. et on n'a pas de connaissance ni de confiance envers l'artisan, l'important c'est d'avoir autour de soi dans son équipe une personne de confiance qui peut évaluer à notre place. D'accord. En ayant les compétences. Se construire du réseau. Se construire du réseau. D'accord. Ça marche dans tous les domaines et dans le domaine de l'investissement et de l'immobilier encore plus ou tout autant. Ok, d'accord. Aujourd'hui, toi, t'en es où dans tes investissements? Tu as combien de lots? Alors, les lots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nombre. C'est quoi? C'est le nombre C'est le d'appart? nombre d'appart. C'est le nombre d'appart. Aujourd'hui, tu peux en parler? Oui, bien sûr, j'ai pas de souci avec ça. Moi, aujourd'hui, j'ai 17 lots D'accord. en gestion locative. Donc, ça me prend un petit peu de temps en gestion. Et j'ai d'autres projets de construction à côté, d'achat-revente, etc. Enfin, là, j'ai fait beaucoup de locatifs. Maintenant, je connais et j'essaye de passer à un autre statut en tant que marchand de biens ou des choses comme ça. Je m'intéresse à ça maintenant, plutôt la promotion immobilière. Ok. Tu fais du conseil aussi pour les personnes qui veulent investir ou pas encore? Ou c'est une idée ou pas du tout? C'est une idée. Aujourd'hui, moi, j'ai fait beaucoup de conseils avec tout mon cercle d'amis, tout mon réseau, Ouais. parce que je connais beaucoup de gens qui cherchent à investir. Et puis, J'imagine c'est une clé quand on a un ami, un pote, et on se dit tiens j'ai envie d'investir, je vais aller le questionner un peu. C'est clair que là à ce moment-là tu es un peu une personne ressource. C'est ce que je vous disais juste avant, avoir des personnes dans son réseau qui permettent d'avoir les connaissances et d'avancer. Là, je suis une personne ressource pour certains de mes amis qui sont des personnes ressources dans leur domaine aussi pour moi. Ouais, ok, d'accord. Donc si tu avais un dernier conseil, mais cette fois plus libre, que tu voudrais donner, donc le premier conseil c'est la formation. Le deuxième conseil, c'est de bien s'entourer. Le troisième, il va venir tout seul. Ok. Je t'explique pourquoi. Le premier, la formation. Le deuxième, bien s'entourer. C'est facile à dire comme ça, et pourtant, ça prend beaucoup de temps et on peut vite se décourager. Donc, le troisième conseil, ça va être d'avoir ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit, l'état d'esprit de l'entrepreneur. L'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui s'est fixé un objectif et qui lâche rien pour l'atteindre. D'accord. Donc, avoir énormément de persévérance, ne pas se décourager. Il y aura des moments difficiles. Difficile, tout est relatif, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut chercher des biens pendant des semaines et voire des mois et des mois sans qu'il se passe rien. Et c'est des moments qui sont difficiles parce qu'on a envie de baisser les bras. On peut se dire qu'on n'y arrivera jamais.
Et le troisième conseil, c'est celui-là, il est très important, c'est surtout pas se décourager. Ouais. Garder confiance et garder envie. Ok. J'imagine qu'entre guillemets, il ne faut pas tomber amoureux non plus d'un bien, ne pas l'acheter avec l'émotion, en se disant il me plaît, il est bien placé, il est bien situé, et finalement, bille en tête, c'est celui-là que je veux. Il faut beaucoup de pragmatisme et ça s'apprend aussi, j'imagine, à faire des bons choix, à prendre des bonnes décisions. Là, on est dans l'investissement pur. Comme je disais tout à l'heure, il y a des grosses sommes d'argent qui peuvent être en jeu. On peut gagner beaucoup d'argent, mais on peut en perdre aussi beaucoup. Ouais. Et comme tu dis, le coup de cœur ou le côté affectif peut faire perdre beaucoup d'argent. Donc là, on est vraiment dans l'investissement, dans le business. On oublie le côté affectif. On est sur le côté rentabilité, business plan, combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est assez froid finalement, c'est pragmatique. C'est très pragmatique, très terre à terre. C'est des chiffres, des rentabilités. Ça rentre pas, ça rentre pas. Quoi. D'accord. Et il faut pas se dire ah bah ça rentre pas, mais comme tu dis c'est un beau bien. Non. Oui, tomber amoureux de son parce qu'il a un cachet, parce qu'il est joli, parce qu'il est bien situé, parce qu'il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Après c'est des objectifs différents. On peut faire du patrimonial et acheter un bien parce qu'il est bien placé et qu'il est beau, mais qu'il n'est pas rentable. On peut faire ça, mais derrière on pourra pas en acheter d'autres. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça dépend de l'objectif de chacun. Il faut se fixer son propre objectif et surtout s'y tenir. Si l'objectif c'est d'acheter des biens et continuer à acheter d'autres biens, il faut le faire correctement. Et correctement, c'est-à-dire avoir des biens rentables dès le début. Et j'insiste aussi sur un point, justement pour enlever l'affectif, la précipitation, etc. Le premier bien que vous allez acheter va absolument définir tout le reste. D'accord. Parce que si on achète mal le premier bien, derrière on ne peut plus acheter. La banque, elle suivra pas. Donc, ça veut dire quoi, acheter mal? Acheter mal, ça veut dire acheter au-dessus du prix du marché, ça veut dire avoir mal évalué les travaux, ça veut dire mal avoir évalué les loyers, ça veut dire mal avoir évalué l'emplacement, ça veut dire avoir fait une grosse erreur à l'achat. D'accord. Donc tous ces paramètres-là, la visualisation de la rentabilité par les loyers, le prix de la maison, l'évaluation des travaux, tout ça, ça se fait en amont de l'achat. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Okay. Quand on cherche un bien, on trouve le bien et on voit ce qu'on peut en faire. Donc, on n'achète pas le bien et on réfléchit à ce qu'on peut en faire. Voilà, il faut absolument tout faire en amont. Et il y a aussi un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est extrêmement important, qui fait partie de la formation, c'est la fiscalité. C'est ce qui va quasiment définir toute la rentabilité du bien ou pas. D'accord. C'est un caractère à prendre en compte très très important. Quand tu dis la fiscalité, c'est-à-dire ? La fiscalité française est très compliquée, il y a beaucoup d'astuces, de schémas différents, d'assiettes d'imposition qui sont différentes. Très grossièrement, là pour schématiser, on peut louer en location nue, c'est-à-dire sans meubles. On peut louer en meublé. On peut louer sous la forme d'une SCI, c'est une société. Cette SCI peut être à impôt sur le revenu ou à l'IS, impôt sur les sociétés. Si elle est familiale ou de société. Voilà. Donc il y a vraiment, là, très brièvement, je vous ai sorti quatre modèles d'investissement qui vont correspondre à certaines personnes selon leur situation et qui seront au contraire, qui seront rentables pour certains dans leur situation et le même montage ne sera pas rentable pour quelqu'un d'autre. D'accord. D'où l'importance de s'être formé dessus pour savoir quel montage on choisit avant de faire son investissement. Tu conseilles aux gens de se faire accompagner ou de se former pour savoir le faire eux-mêmes ? Les deux. Les deux. Faut, quoi qu'il arrive dans tout, même si comme je disais tout à l'heure, s'entourer des bonnes personnes, c'est important, mais il ne faut pas non plus trop faire confiance et tout déléguer. Il faut aussi savoir de quoi on parle. On ne peut pas être un expert en tout, mais il faut avoir un minimum de connaissances et de base dans tout, dans tous les domaines. Là, par exemple, on ne peut pas être avocat fiscaliste, mais on peut connaître les 4 domaines que je viens de vous parler. Avoir les grandes lignes de chaque domaine. Donc, c'est important de savoir, de se former un minimum sur chaque point, mais quand même de s'entourer avec des experts quand on a besoin de plus. Tu sais, sur Internet, on voit beaucoup affluer des formations, comment je pourrais dire, devenez peut-être pas rentier, mais en tout cas devenez un investisseur en un week-end, en 2 semaines, en quelques heures. Toi, tu penses que pour bien connaître tous ces sujets, faire le moins d'erreurs possible, éviter les pièges des débutants, tu penses qu'il faut se former pendant combien de temps? Et tu penses que c'est au bout de ton combien d'investissements que tu commences à prendre de l'expertise?
Alors, le temps de formation, c'est une question un peu compliquée à répondre parce que ça dépend de chacun et de l'investissement propre qu'on va y mettre. Si tu passes quelques heures par Je peux semaine, bosser 1 heure, si je suis pas concentré à 100%, elle sert à rien cette heure-là. Donc, ça peut aller très vite pour certaines personnes selon les profils, mais en tout cas, il faut du temps quand même. C'est un week-end, 15 jours, c'est pas possible. C'est trop vaste, il y a trop de choses. En tout cas, si on parle du domaine de l'immobilier, il y a vraiment trop de facteurs, beaucoup trop de facteurs. Donc si on connaît rien, qu'on part de zéro au début, il faut quand même un gros temps de formation pour assimiler tout ça et comprendre et savoir où on va. Ouais, j'imagine. Il y a aussi un point important qui est à prendre en compte et qui prend beaucoup de temps, c'est les visites, les recherches et les visites. Ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui est très important. Et je conseille à tout le monde de visiter, même si c'est des visites entre guillemets dans le vent. Des visites blanches, on va dire Des visites blanches pour probablement s'habituer à visiter des biens, habituer son œil aux choses qu'il y a à regarder, à savoir, à voir, rencontrer des agents immobiliers, rencontrer même des particuliers qui vendent leur maison. En tout cas, ça va permettre de s'enrichir personnellement et tout en continuant à se former à côté, ce qui vous permettra le jour où la personne veut se positionner sur un bien, d'avoir assez de recul pour savoir s'il est bien ou pas. D'accord. Et du coup, toi, toujours dans une recherche, parce que on comprend bien quand on discute avec toi que quand tu as 21, 22 ans, tu te projettes déjà, c'est une forme d'état d'esprit de focus, tu te projettes déjà sur du moyen long terme. Je sais qu'aujourd'hui, tu vends des maisons pour des... alors toi, tu loues à titre personnel en investissant, mais tu fais aussi une forme d'agent immobilier où tu loues et tu achètes des maisons... pour les autres, enfin pour le particulier, c'est ça. Exactement. Donc j'imagine qu'il y a des personnes qui vivent dans ta ville, qui peuvent t'appeler pour te proposer des biens à vendre, pour te proposer des biens à évaluer. Et puis s'il y a des personnes qui achètent, elles peuvent aussi te contacter pour que tu les aides à trouver un bien, j'imagine. Bien sûr. Ça, tu fais. C'est tout à fait mon domaine. Hein. Ouais, ok. C'est tout à fait mon domaine, effectivement. Moi, j'ai été prof pour pouvoir investir. J'ai investi tout ce que je pouvais. Maintenant, je suis plus prof et je me suis rapproché du métier de l'immobilier, d'agent immobilier en l'occurrence. Donc oui, s'il y a des personnes dans la région qui veulent acheter, vendre ou être même... Tu parlais de conseils tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Tu mettras mon numéro dans la description et puis on pourra me joindre sans problème. Oui, clairement, je pense qu'en tout cas sur la région de la Somme, Amiens, ça peut vraiment intéresser des personnes. Si vous vous sentez intéressé par ça, vous pouvez joindre Lucien. Je pense que tu te feras un plaisir de répondre. Ça sera avec grand plaisir. Et puis d'aider ces personnes-là. Merci Lucien, c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait discuter encore longtemps de l'investissement et de l'immobilier. On n'a pas parlé. On a encore plein de choses à dire. Ouais, il y a énormément de choses à dire. Mais on en dira un petit peu plus le 19 juin à l'adresse. Le 19 juin, donc la conférence à Amiens, l'adresse sur. Alors on ne parlera pas que d'investissement immobilier, je pense. Non, bien sûr. Ça sera plus globalement l'indépendance financière. On verra qu'il y a plein de sortes d'investissements et c'est le rapport à l'argent et le rapport à sa liberté par rapport à l'argent. Le mindset et l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, qui est très important dans tous les investissements qu'on peut faire, immobilier et autres. Ouais, ça c'est fondamental. Ok. Mais ça, je crois que tu en parleras un petit peu aussi. Ouais, ça j'en parlerai aussi. Et on verra sa spécialité. On verra que le rapport à l'argent, c'est quand même assez... moi qui fais de l'accompagnement, je pourrais faire des accompagnements complets, juste avec le rapport sur les croyances, les valeurs que ça transmet, l'énergie qu'on met dans l'argent. C'est un thème incroyablement vaste. Avec beaucoup de croyances. Ok, merci Lulu, merci Lucien. Avec plaisir Alex. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo si vous avez apprécié. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez mettre en commentaire, il n'y a pas de problème, on essaiera d'y répondre. Je transmettrai les questions à Lucien. Et puis abonnez-vous à la page. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la liberté financière, l'intelligence financière et l'investissement, eh bien, demandez, contactez-moi, je transmettrai les informations. On mettra en lien ta page Facebook. Puis si les gens veulent te poser des questions, ça sera beaucoup plus simple aussi. Donc voilà, merci à toi Lucien en tout cas. Merci Alex. Allez. Et puis à bientôt. Et bien avec grand plaisir. Au revoir. Ciao ciao. À bientôt.